Je me suis rendu à la somptueuse fête d'entreprise de ma femme, pour y voir son riche patron, Neil, demander « Quitterais-tu ton mari raté, pour m'épouser ?» Elle a répondu « Oui ». Mais il ne savait pas que je possédais 67% des actions de son entreprise. La voix de Douglas Thompson a résonné à travers la salle de bal, alors qu'il s'agenouillait sur scène. Il tenait une bague en diamant. Une bague qui coûtait plus cher que ce que la plupart des gens gagnent en 5 ans. 300 invités, issus de l'élite technologique de Boston, se sont tournés pour me regarder directement. J'étais assis à la table d'honneur, juste à côté de ma femme. Les flashs des appareils photo ont explosé comme des feux d'artifice. Pendant ce temps, Rebecca, ma femme depuis 6 ans, s'est couvert le visage avec ses mains. Elle livrait une performance digne d'un Oscar. « J'accepte », a-t-elle crié. Elle a couru vers la scène, dans sa robe Versace à $3000. Elle m'a laissé seul à la table, tel un idiot fini, devant toute la communauté des affaires que j'avais moi-même contribué à bâtir. Le silence qui a suivi a duré exactement 3 secondes, avant d'éclater en des applaudissements assourdissants. Le son a résonné sur les murs en marbre du Grand Méridien Hotel, comme des tirs de canon, célébrant mon humiliation publique. Je m'appelle Joe Martinez. À 34 ans, je venais de voir ma femme accepter la demande en mariage de son patron. Tout cela se déroulait lors de la fête annuelle de l'entreprise, que j'avais financée avec chaque centime de l'héritage de mon grand-père. Mais, pendant que Douglas Thompson embrassait Rebecca sur scène, croyant avoir acquis la femme et l'entreprise de ses rêves, il ignorait une chose. Il fêtait cela avec un argent qui n'avait jamais été le sien. Les rires autour de moi ressemblaient à ceux de hyènes se disputant une carcasse. Les cadres, que j'avais rencontrés lors de dîners de famille, chuchotaient maintenant entre eux. Certains filmaient ma réaction avec leur téléphone, pour la partager plus tard sur les réseaux sociaux. « Pauvre Joe », ai-je entendu quelqu'un commenter derrière moi. J'ai toujours su que Rebecca était hors de sa portée. L'ironie de la situation était presque comique. Pendant 6 ans, j'avais laissé Rebecca s'attribuer tout le mérite de Nexus Dynamics, notre entreprise d'intelligence artificielle, évaluée à $450 millions. C'était elle qui donnait les interviews, qui apparaissait sur les couvertures des magazines économiques, et qui acceptait les prix d'innovation lors des conférences internationales. Pendant ce temps, je restais dans l'ombre. J'étais présenté comme le mari d'un grand soutien, qui aidait pour les questions administratives. La vérité, c'est que je possédais 67% de l'entreprise. J'avais personnellement développé chacun des algorithmes qui généraient nos $180 millions de revenus annuels. Rebecca a pris place sur la scène, avec l'élégance d'une reine couronnée. Elle saluait la foule, qui lui faisait une ovation debout. Douglas l'a enlacée de ses bras possessifs, avec l'expression satisfaite d'un prédateur ayant enfin capturé sa proie. Rebecca a toujours mérité quelqu'un qui puisse lui offrir le monde, a annoncé Douglas au micro, la voix chargée d'arrogance. Quelqu'un qui comprend vraiment la valeur de ce qu'elle a accompli. De ce qu'il a construit. Ces mots m'ont transpercé comme un couteau bien aiguisé, mais j'ai gardé une expression neutre. 6 années de documentation minutieuse, rangée dans notre coffre-fort personnel, racontaient une toute autre histoire. Une histoire sur celui qui avait réellement bâti l'empire technologique, que Douglas pensait acquérir en même temps que ma femme. Je me suis levé calmement de la table, j'ai ajusté ma cravate, et j'ai commencé à marcher vers la sortie. Chaque pas résonnait sur le marbre poli, alors que 300 personnes regardaient l'homme humilié, fuir sa propre destruction publique. Mais ils ne comprenaient pas une chose. Ma sortie silencieuse n'était pas celle d'un homme vaincu. C'était celle d'un homme, qui avait enfin décidé d'arrêter de faire semblant. D'arrêter de croire, que l'apparence et la réalité étaient une seule et même chose. Si vous appréciez cette histoire de trahison d'entreprise et de vengeance, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous découvrirez comment un moment d'humiliation publique s'est transformé en la plus grande erreur stratégique que Douglas Thompson ait jamais commise. Car, pendant qu'il célébrait sa victoire sur scène, j'accédais déjà mentalement au protocole de sécurité financière. Des protocoles que j'avais mis en place, des années auparavant, à l'époque où la confiance signifiait encore partenariat, au lieu d'exploitation systématique. Le chauffeur de limousine m'attendait sur le parking de l'hôtel. Il ignorait complètement que sa prochaine course serait la dernière que je paierais, avec la carte d'entreprise de Nexus Dynamics. Je me suis glissé à l'intérieur, tandis que les bruits de la fête résonnaient encore, à travers les fenêtres ouvertes du Grand Méridien.
À la maison, Monsieur Martinez. A demandé Carlos, le même chauffeur qui nous avait conduits à la fête, 2 heures plus tôt. Oui, Carlos. Et merci pour tout votre dévouement, au fil des années. Son expression dans le rétroviseur laissait deviner une certaine confusion face à ses adieux prématurés. Mais il a simplement hoché la tête, et a passé la vitesse. À travers la lunette arrière, j'ai regardé Douglas Thompson sur la scène de l'hôtel, tenant toujours Rebecca comme un trophée conquis. Douglas représentait tout ce que je méprisais, dans le monde des affaires. À 42 ans, il s'était bâti une réputation d'investisseur, en rachetant de petites entreprises. Il licenciait ensuite la moitié des employés, pour optimiser la rentabilité. Sa fortune provenait d'héritages familiaux, et non de l'innovation ou d'un travail acharné. Il avait rencontré Rebecca 8 mois plus tôt, lorsqu'il avait commencé à s'intéresser à Nexus Dynamics, pour une potentielle acquisition. Ses premières réunions avec moi avaient été très tendues. J'avais immédiatement détecté ses intentions de prédateur, et j'avais rejeté toutes ses propositions de partenariat. Ton mari est très protecteur envers votre entreprise, avait commenté Douglas à Rebecca, lors d'un dîner d'affaires. Sa voix était chargée de condescendance. Peut-être qu'il ne comprend pas les opportunités qu'un partenariat stratégique pourrait offrir. À partir de ce moment-là, Douglas a changé de tactique. Au lieu d'essayer de me convaincre directement, il a commencé à courtiser Rebecca. Il a nourri son ego avec des éloges, louant sa vision des affaires, et son leadership naturel. Il l'invitait à des déjeuners d'affaires, lorsque j'étais en déplacement. Il envoyait des fleurs au bureau, accompagnées de cartes félicitant ses brillantes présentations lors de conférences. Rebecca absorbait chaque mot, comme une éponge sèche. Pendant 6 ans de mariage, j'étais délibérément resté en retrait. Je lui permettais de briller, en tant que visage public de notre entreprise. Je pensais être un mari d'un grand soutien. Je créais un espace, pour qu'elle puisse développer sa confiance en elle, et ses compétences en leadership. Mais Douglas a exploité cette dynamique, avec la précision d'un chirurgien. Il lui murmurait du poison à l'oreille, à chaque interaction. Il suggérait que je la freinais, et qu'elle méritait d'être reconnue pour ses propres mérites. Rebecca, tu es clairement le cerveau de l'opération, lui disait-il lors de dîner, où j'étais absent en raison de mes engagements de développement. C'est dommage que le monde des affaires continue de sous-estimer les femmes visionnaires comme toi. Ce que Douglas ignorait, et que Rebecca avait choisi d'oublier, c'était la véritable origine de notre technologie. Chaque algorithme de Nexus Dynamics était né de mon esprit, lors de nuits blanches passées à programmer. J'avais personnellement développé les systèmes d'intelligence artificielle. Ces systèmes traitaient les données médicales, avec une précision bien supérieure à celle de n'importe quel concurrent sur le marché. Mon grand-père, Roberto Martinez, avait été un programmeur autodidacte. Il avait travaillé pour la NASA, pendant le programme Apollo. Il m'avait appris que la véritable technologie ne naît pas de jolies présentations, ni du réseautage. Elle naît des heures silencieuses, passées à résoudre des problèmes, que d'autres considèrent comme impossibles. À sa mort, il y a 3 ans, il m'a laissé un héritage de 12 millions de dollars, avec une seule condition. Utiliser cet argent, pour construire quelque chose d'important. J'ai investi chaque centime dans Nexus Dynamics. J'ai complété cette somme par des prêts personnels, pour atteindre les 25 millions nécessaires à notre capital initial. Rebecca n'a apporté aucune contribution financière à l'entreprise. Son rôle était d'être la porte-parole charismatique, tandis que je me concentrais sur le développement technique. Au cours de nos premières années, cette répartition des tâches a parfaitement fonctionné. Elle avait un talent naturel pour les présentations, et je préférais le travail intellectuel, lié à la création de technologies révolutionnaires. Mais quelque chose a changé, lorsque Douglas est entré dans nos vies. Rebecca a commencé à croire à ses propres mensonges, se persuadant d'être l'esprit visionnaire, derrière Nexus Dynamics. Dans les interviews pour les magazines économiques, elle décrivait des concepts techniques, avec l'assurance de quelqu'un qui les aurait réellement développés. L'architecture de notre réseau neuronal représente un bond en avant spectaculaire, dans le traitement des données médicales, expliquait-elle aux journalistes. Elle utilisait des termes que je lui avais enseignés pendant des semaines. Ma formation en gestion m'a permis d'identifier des lacunes sur le marché, que les ingénieurs traditionnels ne voient pas. Il était techniquement vrai que Rebecca possédait un MBA. Mais elle n'avait jamais écrit une seule ligne de code de sa vie. Ses contributions à nos produits étaient purement cosmétiques.
Décider des couleurs de l'interface, approuver les supports marketing, choisir les fournisseurs de bureaux. Au cours des 6 derniers mois, Douglas a intensifié sa campagne de séduction. Il envoyait des articles de magazines économiques, mettant en lumière des femmes innovantes dans la technologie, avec des notes autocollantes disant « Cela me rappelle quelqu'un que je connais ». Il invitait Rebecca à des conférences exclusives, où elle pouvait partager son expérience, avec d'autres leaders de l'industrie. Le point de bascule s'est produit, il y a 3 semaines. J'ai intercepté une conversation téléphonique entre eux. Rebecca était dans notre bureau à domicile, parlant à voix basse, pensant que je dormais. « Tu as raison, Douglas. Joe m'a toujours traité comme une assistante glorifiée, a-t-elle murmuré. Il prend toutes les décisions importantes de son côté, et me demande ensuite de les présenter, comme si c'était mes propres idées. L'ironie était étouffante. J'avais littéralement créé les idées, pour ensuite lui permettre de les présenter comme les siennes. Mais, dans la version déformée de la réalité, que Douglas avait plantée dans son esprit, ma générosité était devenue de la manipulation. Il te sous-estime, parce qu'il a peur que tu découvres que tu n'as pas besoin de lui, a répondu Douglas avec sa voix séduisante, même à travers le téléphone. Les hommes comme Joe utilisent des femmes talentueuses comme boucliers, pour protéger leurs propres égos fragiles. Cette nuit-là, pendant que Rebecca dormait à mes côtés, j'ai accédé à nos systèmes financiers. C'était la première fois depuis des mois, pour vérifier avec exactitude, qui possédait quoi. Les documents constitutifs, que j'avais rédigés moi-même, ont confirmé ce que je savais déjà. 67% de Nexus Dynamics étaient enregistrés à mon nom, et 33% au sien. La répartition reflétait notre véritable contribution à l'entreprise. Mon investissement initial, mon développement technique, et ma propriété intellectuelle, protégée par des brevets enregistrés exclusivement à mon nom. Rebecca avait signé ces documents il y a 6 ans, à l'époque où elle respectait encore la différence, entre créer et présenter. Mais Douglas avait corrompu sa perception de la réalité. Maintenant, elle croyait sincèrement mériter le contrôle total, d'une entreprise qui n'existait que grâce à moi. Je l'avais bâtie avec mon héritage, et avec mon intelligence. La limousine s'est arrêtée devant notre immeuble résidentiel, dans le quartier de Back Bay. À travers les fenêtres du 30e étage, notre pentouse brillait de 1000 feux, avec les lumières automatiques que j'avais programmées personnellement. « Bonne nuit, Monsieur Martinez », a dit Carlos. Il ignorait qu'il me disait adieu pour de bon. Tandis que l'ascenseur montait silencieusement les 30 étages, j'ai fait un calcul mental. Je comptais combien de protocoles de sécurité je devrais activer pour protéger ma propriété intellectuelle. Douglas pensait acquérir une entreprise. Mais il allait bientôt découvrir qu'il n'avait obtenu qu'une simple présentatrice, sans aucun accès au code qui générait nos revenus. Car, même si Rebecca savait sourire pour les caméras, et accepter des demandes en mariage romantique sur scène, elle n'avait jamais appris la différence. La différence entre interpréter l'innovation, et la créer véritablement. Et cette ignorance allait lui coûter bien plus cher qu'elle ne l'imaginait. L'ascenseur est monté silencieusement jusqu'à notre pentouse, pendant que j'assimilais l'ampleur de la trahison, dont je venais d'être témoin. 30 étages de silence, pour digérer le fait que 6 ans de mariage, avaient été réduits à une pièce de théâtre d'entreprise, planifiée à mes dépens. Nos portes se sont ouvertes, sur l'appartement que j'avais acheté avec l'argent de l'héritage de mon grand-père. Chaque meuble italien, chaque œuvre d'art soigneusement sélectionnée, le système domotique que j'avais programmé moi-même. Tout cela avait été financé, par les algorithmes que j'avais développés. Pendant ce temps, Rebecca recevait des applaudissements, pour des innovations qu'elle ne pouvait même pas expliquer techniquement. Les lumières se sont allumées automatiquement à mon entrée, révélant le salon. C'est là que Rebecca et moi avions célébré nos premiers contrats millionnaires. C'est là qu'elle s'exerçait à ses présentations pour les investisseurs, en utilisant des diapositives que j'avais créées. Des diapositives conçues, pendant de longues nuits de travail concentré. Mon téléphone a sonné. C'était Rebecca. « Joe, où es-tu ? Tout le monde te demande. Douglas veut nous emmener dîner à l'Oyon pour célébrer notre... » Elle a hésité. Pour célébrer notre nouveau chapitre. Notre nouveau chapitre, ai-je répété, savourant l'ironie. Choix de mots intéressants. Ne sois pas dramatique. Tu sais, cela a toujours été inévitable. Douglas peut m'offrir des opportunités, que tu n'as jamais été capable de me fournir. Il comprend ma vision d'une manière que tu ne pourras jamais.
J'ai raccroché, avant qu'elle ne termine sa phrase. 6 ans de mariage réduit à une conversation téléphonique. Une conversation où elle justifiait son adultère, comme une promotion professionnelle. Je suis allé dans notre bureau à domicile, où un coffre-fort encastré renfermait les documents les plus importants de notre vie professionnelle. Mes doigts ont tapé la combinaison. C'était la date du décès de mon grand-père, un détail que Rebecca n'avait jamais pris la peine de mémoriser. À l'intérieur du coffre, des piles de documents méticuleusement organisés racontaient la véritable histoire de Nexus Dynamics. Des contrats de constitution de société, que j'avais moi-même rédigés. Des enregistrements de brevets, avec mon nom comme inventeur exclusif. Des relevés bancaires, montrant chaque virement de la succession de Roberto Martinez, vers notre compte professionnel. Le document de constitution de l'entreprise se trouvait sur la première page. 67% enregistré à mon nom, 33% au sien. Une répartition qui reflétait exactement notre véritable contribution à l'entreprise. Mon argent, ma technologie, ma propriété intellectuelle. Rebecca avait signé ces papiers il y a 6 ans. À l'époque où elle respectait encore la différence entre créer et présenter. À l'époque où elle croyait encore que partenariat signifiait complémentarité et non exploitation systématique. J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai accédé aux systèmes internes de Nexus Dynamics. En tant qu'architecte principal de notre infrastructure technologique, j'avais mis en place des protocoles de sécurité. Ces derniers garantissaient mon accès administratif à toutes les opérations financières et techniques. Ce que j'ai découvert dans les journaux du système m'a coupé le souffle pendant un instant. Douglas Thompson accédait à nos données confidentielles depuis 3 mois. Rebecca lui avait fourni des identifiants d'accès, lui permettant de consulter nos contrats. Il pouvait ainsi analyser notre propriété intellectuelle et examiner notre structure financière. Il le faisait avec un tel niveau de détail qu'il violait au moins 12 accords de confidentialité. Ils ne prévoyaient pas seulement une romance. Ils orchestraient une prise de contrôle hostile, déguisée en histoire d'amour. Le dossier montrait que Douglas avait identifié chacune de nos vulnérabilités opérationnelles. Des contrats contenant des clauses qui pourraient être réinterprétées en cas de changement de direction. Des investisseurs qui pourraient être convaincus de soutenir la nouvelle direction s'ils subissaient la bonne pression. Des employés clés dont la loyauté pourrait être achetée avec des offres salariales plus attractives. Rebecca ne trahissait pas seulement notre mariage. Elle vendait mon entreprise à l'homme qui l'avait séduite avec des promesses de reconnaissance qu'elle n'avait jamais méritées par ses propres moyens. Mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était un numéro que je ne connaissais pas. Monsieur Martinez, ici Patricia Owens, du cabinet Owens et Associés. J'ai reçu un appel très intéressant de Douglas Thompson, il y a 1 heure. Il voulait discuter des options de restructuration de la propriété de l'entreprise. Plus spécifiquement, en ce qui concerne Nexus Dynamics. Patricia était l'une des avocates d'affaires les plus respectées de Boston. Elle était spécialisée dans les prises de contrôle hostiles et les litiges liés à la propriété intellectuelle. Douglas sortait l'artillerie lourde, avant même d'avoir terminé son dîner avec ma femme. Monsieur Thompson a mentionné qu'il serait intéressé par l'exploration d'un transfert volontaire d'actions. Le but serait de simplifier la structure de propriété, à la suite de certains changements personnels récents, a poursuivi Patricia. Des changements personnels, ai-je marmonné. J'avais reconnu l'euphémisme juridique, désignant un divorce suivi de l'acquisition d'une entreprise. Je ne suis intéressé par aucune restructuration, ai-je répondu. Et j'aimerais retenir vos services, pour protéger mes intérêts, contre toute tentative d'ingérence externe dans mon entreprise. Il y a eu un silence. Je comprends parfaitement, monsieur Martinez. Je peux être à votre bureau, demain matin à 9 heures, pour discuter des stratégies défensives. Pendant que j'organisais les documents du coffre-fort en pile stratégique, mon assistant personnel, Kevin, m'a appelé avec de l'urgence dans la voix. Joe, il se passe quelque chose d'étrange. 3 de nos meilleurs développeurs ont reçu des offres d'emploi ce soir. Des offres avec des salaires 50% plus élevés que ce que nous payons, de la part d'entreprises dont je n'ai jamais entendu parler. Kevin Shine travaillait avec moi, depuis les premiers jours de Nexus Dynamics. Il comprenait notre technologie presque aussi bien que moi, et il avait détecté des schémas suspects, que d'autres employés auraient pu ignorer. Ces entreprises existent-elles, ai-je demandé.
Sur le papier, oui. En réalité, non. Elles ont toutes été créées la semaine dernière. Même adresse commerciale, même avocat d'affaires. Douglas tentait de démanteler mon équipe technique, avant de formaliser la moindre acquisition. Sans les développeurs qui comprenaient réellement nos algorithmes, Nexus Dynamics ne serait plus qu'une coquille vide. Une marque avec des contrats impressionnants, mais sans aucune capacité d'innovation continue. Kevin, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Demain matin, nous allons mettre en place des protocoles de sécurité d'urgence. Aucun employé n'aura accès au code source, ni à la documentation technique, jusqu'à nouvel ordre. Joe, cela va temporairement paralyser notre développement. Mais cela protégera notre propriété intellectuelle, contre les personnes qui confondent accès et propriété. J'ai raccroché, et je suis retourné aux documents éparpillés sur la table. Chaque papier représentait des années de travail acharné, et d'investissement émotionnel dans un avenir commun. Un avenir que Rebecca et Douglas s'imaginaient pouvoir se redistribuer entre eux, comme s'il s'agissait d'un bien commun. Mais ils avaient fait une erreur de calcul fondamentale. Pendant 6 ans, j'avais permis à Rebecca de briller, en tant que visage public de notre entreprise. Je croyais qu'un partenariat signifiait une élévation mutuelle. Je pensais être un mari d'un grand soutien, créant un espace pour qu'elle puisse développer sa confiance et son leadership. En réalité, j'avais été bien trop naïf, quant à la différence entre créer des opportunités, et permettre l'exploitation. Douglas avait exploité cette dynamique, avec une précision chirurgicale. Il murmurait du poison à l'oreille de Rebecca, à chaque interaction. Il suggérait que je la limitais, et qu'elle méritait une reconnaissance indépendante. Ce qu'aucun d'eux n'avait compris, c'est qu'une reconnaissance sans substance, n'est qu'une simple représentation. Et une représentation sans fondation technique, est vulnérable face à quiconque, comprend véritablement les mathématiques sous-jacentes. J'ai décroché le téléphone, et j'ai appelé mon comptable, Arthur Webb. Arthur, j'ai besoin d'un audit complet de tous les actifs de Nexus Dynamics. Propriété intellectuelle, contrat, investissement, tout y passe. Et j'ai besoin que ce soit terminé pour vendredi. Joe, c'est très peu de temps pour un audit complet. Ce n'est pas un audit préventif, Arthur. C'est une préparation à la guerre. En raccrochant, je savais que ma décision était prise. Rebecca et Douglas avaient transformé notre mariage en un véritable champ de bataille d'entreprise. Ils avaient choisi la mise en scène au détriment du partenariat, l'exploitation au lieu de la collaboration. Maintenant, ils allaient découvrir la vérité. L'homme qui avait construit les systèmes qu'ils convoitaient, détenait également la clé pour les démanteler. Mais d'abord, ils devaient comprendre exactement qui avait été humilié lors de cette fête. Ils devaient comprendre qui contrôlait réellement les 180 millions de dollars qu'ils pensaient venir de gagner. Car, même si Rebecca pouvait accepter des demandes en mariage romantique sur scène, et même si Douglas pouvait rêver d'acquisitions faciles, aucun d'eux n'avait appris la leçon. Ils ignoraient la différence fondamentale entre accéder à un système et le posséder réellement. Et cette ignorance était sur le point de se transformer en la leçon la plus chère qu'ils n'aient jamais reçue. L'aube m'a trouvé dans mon bureau, entouré de documents éparpillés, comme les pièces d'un puzzle complexe. Chaque papier représentait une arme potentielle, dans l'arsenal que je construisais, contre Douglas et Rebecca. Patricia Owens est arrivée ponctuellement, à 9 heures du matin. Elle portait une mallette en cuir, qui renfermait des décennies d'expérience, dans la guerre d'entreprise. Ses cheveux grisonnants et ses lunettes à monture dorée, transmettaient l'autorité de quelqu'un, qui avait détruit des empires commerciaux avec une précision chirurgicale. Monsieur Martinez, j'ai examiné les documents que vous m'avez envoyés la nuit dernière, a-t-elle déclaré, en s'installant dans le fauteuil en face de mon bureau. Votre position juridique est absolument solide. 67% sont enregistrés à votre nom. La propriété intellectuelle est protégée, et votre investissement initial est documenté. Douglas Thompson essaie de voler une chose, qui ne lui a jamais appartenu. Elle a ouvert son dossier, et en a sorti une pile de papiers, organisés par catégorie. Mais nous devons agir vite. Il a déjà mobilisé des avocats, spécialisés dans les prises de contrôle hostiles, et il utilise des tactiques, que je reconnais pour les avoir vues dans de précédentes affaires. Quel genre de tactique ? Ai-je demandé, bien que je me doutais déjà de la réponse. Déstabilisation interne, offre faite à des employés clés. Fuite sélective d'informations, sur de prétendus problèmes de gestion.
pression exercée sur les investisseurs pour remettre en question la direction actuelle. C'est le manuel standard de la guerre d'entreprise. Patricia avait raison. Mon téléphone avait sonné 3 fois pendant la nuit, avec des appels d'investisseurs inquiets. Ils s'alarmaient des rumeurs d'instabilité chez Nexus Dynamics. Toutes les conversations suivaient le même scénario. Des questions vagues sur ma capacité de leadership, des suggestions sur les avantages d'une gestion externe, et des éloges concernant la vision stratégique de Rebecca. Il monte un dossier, pour justifier une ingérence externe, a poursuivi Patricia. Il veut faire croire que l'entreprise a besoin d'être sauvée des mains d'un manager incompétent. Exactement. Mais nous avons des avantages qu'il n'a pas calculés. Patricia a sorti un autre ensemble de documents du dossier. Tout d'abord, vous n'avez jamais signé de contrat de mariage. Cela signifie que, techniquement, Rebecca a droit à la moitié des biens matrimoniaux. Cependant, elle n'a aucun droit sur la propriété intellectuelle, enregistrée exclusivement à votre nom. Et deuxièmement, Douglas a commis une erreur fondamentale. En accédant à des données confidentielles sans autorisation appropriée, il a violé au moins 8 lois fédérales sur la protection de la propriété intellectuelle. Nous avons une trace de chaque connexion, de chaque fichier auquel il a accédé. Et de chaque document qu'il a téléchargé. Elle avait raison. Ma paranoïa en matière de cybersécurité m'avait poussé à créer des systèmes de surveillance. Des systèmes qui documentaient chaque interaction avec nos serveurs. 3 mois d'activités illégales, enregistrées dans des journaux, qui serviraient de preuves dévastatrices devant n'importe quel tribunal. De combien de temps avons-nous besoin pour mettre en œuvre nos contre-mesures, ai-je demandé. 48 heures, pour protéger pleinement votre propriété intellectuelle. 1 semaine, pour documenter tous les crimes qu'il a commis. 2 mois, pour détruire définitivement toute possibilité d'acquisition. Pendant que Patricia organisait notre stratégie juridique, Kevin travaillait à la mise en place de protocoles de sécurité. Des protocoles qui transformeraient notre entreprise en une forteresse numérique. Chaque ligne de code, chaque algorithme exclusif, chaque base de données critique, serait protégée par des couches de cryptage. Des couches qui prendraient des décennies à être brisées. Joe, j'ai mis en place les verrous que tu as demandé, a rapporté Kevin, par vidéoconférence. Aucun employé n'a plus accès aux codes sources principaux. Tous les systèmes critiques nécessitent désormais ton autorisation personnelle, pour la moindre modification. Et concernant les employés, qui ont reçu des offres de la part de Douglas. 3 d'entre eux sont venus m'en parler directement. Ils se sentaient mal à l'aise avec cette approche agressive, et voulaient savoir ce qui se passait. Il semble que Douglas ait sous-estimé la loyauté de l'équipe. C'était typique de Douglas. Son arrogance l'empêchait de comprendre une vérité simple. Les vrais talents techniques accordent plus d'importance à l'environnement de travail et au but de leur mission, qu'au simple appât du gain. Les développeurs que j'avais personnellement recrutés comprenaient qu'ils construisaient une technologie révolutionnaire. Ils n'étaient pas là, uniquement pour générer des profits pour les investisseurs. Le jeudi après-midi, Rebecca a appelé pour la première fois, depuis la soirée. Joe, nous devons parler de notre situation. Sa voix avait une nouvelle autorité. Comme si notre séparation avait fait d'elle une cadre plus sûre d'elle. Douglas a des propositions intéressantes pour une transition à l'amiable. Une transition vers quoi? Il est prêt à racheter ta part de l'entreprise à un prix équitable. Tu pourrais commencer un nouveau projet, peut-être quelque chose de plus petit et de plus adapté à ton style de gestion. 80 millions, c'est une offre généreuse. Surtout en considérant que tu n'as jamais eu le profil adéquat. Pour un leadership public. Douglas peut transformer Nexus Dynamics en une entreprise véritablement mondiale. 80 millions, pour les 180 millions que valait actuellement ma participation. C'était moins de la moitié de la valeur réelle, et elle me l'offrait comme s'il s'agissait d'une faveur personnelle. Je vais y réfléchir, ai-je menti. J'ai raccroché, avant qu'elle ne puisse poursuivre sa présentation répétée. En réalité, j'envisageais quelque chose de complètement différent. Arthur avait terminé l'audit financier, révélant des schémas de dépenses très suspects. Des schémas qui transformeraient Douglas, d'un simple prédateur d'entreprise, en un criminel de droit commun, une fois rendu public. Joe, tu dois voir ça, a dit Arthur, en arrivant au bureau avec une expression grave.
Douglas Thompson a un long historique d'acquisitions frauduleuses. 5 entreprises au cours des 10 dernières années, toutes suivant le même schéma. Il a étalé des documents sur la table. Il séduit les épouses ou les partenaires des fondateurs, et crée une instabilité conjugale. Il offre des solutions qui impliquent le transfert de propriété. Ensuite, il licencie les fondateurs d'origine, et revend les entreprises à de plus grands conglomérats. Les preuves étaient irréfutables. Rebecca n'était pas la première femme que Douglas manipulait pour acquérir une technologie précieuse. Il était un prédateur en série, qui utilisait la romance comme stratégie d'acquisition d'entreprise. Combien a-t-il gagné, grâce à ces opérations, ai-je demandé. Environ 400 millions en 10 ans. Notre entreprise serait son plus grand trophée. Cette nuit-là, pendant que Rebecca dînait probablement avec Douglas, en planifiant ma destruction professionnelle, je terminais les préparatifs, pour la leçon la plus chère qu'aucun d'eux ne recevrait jamais. Le système de surveillance que j'avais installé sur nos serveurs, avait détecté une nouvelle tentative d'accès non autorisé. Douglas devenait plus agressif. Il essayait de télécharger des fichiers de propriété intellectuelle, en dehors des heures de bureau, quand il pensait que personne ne regardait. Chaque tentative illégale était automatiquement documentée, et envoyée à Patricia. Elle construisait un dossier pénal, qui ferait passer Douglas, du statut de prédateur d'entreprise à celui d'accusé fédéral. Si vous suivez ce voyage de vengeance d'entreprise, abonnez-vous à la chaîne. Vous découvrirez comment un simple audit financier est devenu l'arme la plus puissante contre quelqu'un qui pensait avoir gagné avant même que la bataille n'ait commencé. Car, pendant que Douglas célébrait sa conquête romantique et que Rebecca répétait des discours sur la nouvelle direction, je préparais une leçon. Une leçon sur la différence entre accéder à un système et le posséder réellement. Une leçon qui commencerait le lendemain matin, quand il découvrirait la vérité. L'homme qu'il considérait comme vaincu, avait passé toute la semaine, à construire le piège le plus sophistiqué de leur vie. Le vendredi est arrivé, avec la précision d'une montre suisse. À 8 heures du matin, alors que Douglas dormait probablement encore à côté de mon ex-femme, j'étais dans les bureaux de Nexus Dynamics. Je mettais en œuvre la première phase d'une opération, que j'avais méticuleusement planifiée toute la semaine. Kevin m'a trouvé dans la salle des serveurs. J'y reconfigurais personnellement notre architecture de sécurité. Chaque ligne de code que j'écrivais créait des couches de protection supplémentaires. Des couches autour de la propriété intellectuelle que Douglas imaginait sur le point d'acquérir. Joe, j'ai reçu un appel étrange de la réception, a dit Kevin, la voix pleine d'inquiétude. Douglas Thompson est arrivé il y a 20 minutes, exigeant l'accès à nos installations. Il a affirmé que Rebecca avait autorisé un audit technique urgent. J'ai souri, sans lever les yeux du clavier. Laisse-le attendre à la réception. De cette façon, il apprendra la patience. Alors que je terminais de mettre en place les derniers protocoles, mon téléphone a sonné. C'était Rebecca, avec une autorité dans la voix, qu'elle n'avait jamais légitimement possédée. Joe, Douglas doit accéder à nos serveurs, immédiatement. Il y a des questions de diligence raisonnable, qui ne peuvent pas attendre. Es-tu en train d'entraver des affaires importantes? Quelles affaires, ai-je demandé, feignant l'ignorance. Je ne me souviens pas avoir autorisé le moindre audit externe. Il n'a pas besoin de ton autorisation, je suis l'associé majoritaire. Associé minoritaire, les jeux corrigés doucement. 33% si ma mémoire est bonne. Étage 67% battent toujours 33%, selon mes derniers calculs mathématiques de base. Le silence qui a suivi a duré exactement 15 secondes. Suffisamment de temps pour que la réalité commence à pénétrer le fantasme que Douglas avait construit dans son esprit. Joe, ne sois pas ridicule. Tu sais bien que nous prenons toujours des décisions conjointes concernant l'entreprise. Des décisions conjointes, ai-je répété, savourant l'ironie de la situation. Comme la décision de fournir nos données confidentielles à Douglas, à mon insu? Ou comme la décision d'accepter une demande en mariage sur scène, lors de notre fête d'anniversaire? J'ai raccroché, et je me suis remis au travail. À 9h15, Patricia Owens est arrivée au bureau. Elle tenait un dossier contenant 3 mois de recherche sur les activités illégales de Douglas. Joe, nous avons assez de preuves pour l'enfermer pendant des décennies, a-t-elle annoncé, en étalant les documents sur ma table. Violation de la propriété intellectuelle, accès non autorisé à des systèmes protégés, tentative de manipulation du marché.
Le FBI sera très intéressé par tout ça. Mais le FBI ne serait qu'un début. Patricia avait découvert quelque chose d'encore plus dévastateur, lors de son enquête. Douglas Thompson n'a aucune liquidité réelle, pour acquérir des entreprises de la taille de Nexus Dynamics, a-t-elle expliqué. Toutes ces acquisitions précédentes, ont été financées par des prêts, garantis par les actifs des entreprises qu'il était en train d'acheter. Il s'agit, par essence, d'une fraude financière à grande échelle. Les pièces s'emboîtaient parfaitement. Douglas séduisait les épouses des fondateurs, et créait une instabilité conjugale. Il proposait ensuite des solutions, impliquant le transfert de propriété. Puis, il utilisait les actifs nouvellement acquis, comme garantie pour obtenir des prêts, qui finançaient ses prochaines acquisitions. C'était un système de Ponzi, déguisé en construction d'empire. Rebecca n'a aucune idée qu'elle est utilisée comme appât, dans une opération criminelle, a poursuivi Patricia. Lorsque les auditeurs fédéraux découvriront ce schéma, elle pourrait faire face à des accusations, en tant que complice. À 10h30, j'ai reçu un appel d'urgence, de notre gestionnaire de compte à la First National Bank. Monsieur Martinez, ce matin, nous avons enregistré des tentatives inhabituelles, d'accès au compte de Nexus Dynamics. Quelqu'un a essayé d'autoriser des virements importants, en utilisant des identifiants que nous ne reconnaissons pas, Douglas devenait désespéré. Sa tentative d'accès à nos systèmes, avait échoué. Alors maintenant, il essayait de contourner notre sécurité, en attaquant directement nos comptes bancaires. Bloquer toutes les transactions, qui ne portent pas ma signature personnelle, et mon authentification biométrique, ai-je ordonné. Et documenter chaque tentative d'accès non autorisée, pour nos avocats. À 11h, Kevin est revenu, avec des nouvelles confirmant mes soupçons, sur l'ampleur de l'opération de Douglas. Joe, 3 de nos principaux clients, ont reçu des appels ce matin. Des appels de quelqu'un, se présentant comme un consultant en continuité des affaires. Les appels remettaient en question notre stabilité opérationnelle, et suggéraient de transférer les contrats à des fournisseurs alternatifs. Douglas essayait de déstabiliser notre base de clients, pour forcer une crise, qui justifierait une intervention externe. C'était une tactique que Patricia avait déjà identifiée, dans ses acquisitions précédentes. Mais il avait sous-estimé une chose fondamentale. Je connaissais nos clients personnellement. J'avais développé des relations basées sur la confiance mutuelle, et sur des résultats constants, au cours de 6 années d'innovation authentique. J'ai passé l'heure suivante, à appeler personnellement chaque client contacté. Je leur ai expliqué, que nous faisions face à des tentatives d'ingérence d'entreprise, et que toutes les communications légitimes, passeraient exclusivement par les canaux officiels. Dr Martinez, a dit Jennifer Walsh, la directrice technologique de notre plus gros compte hospitalier. Nous sommes perplexes, face à ces appels. Vos systèmes fonctionnent parfaitement. Vos algorithmes ont littéralement sauvé, des centaines de vies cette année. Pourquoi quelqu'un remettrait-il en question, votre stabilité? C'était une question perspicace. Notre technologie parlait d'elle-même. Douglas pouvait manipuler les perceptions, et créer des drames romantiques. Mais il ne pouvait pas modifier, les données médicales. Ces données qui montraient constamment, que nos systèmes surclassaient n'importe quel concurrent sur le marché. À 12h15, la confrontation que j'attendais, a finalement eu lieu. Douglas et Rebecca, ont fait irruption dans mon bureau sans frapper. Leurs expressions montraient l'arrogance de personnes, qui croyaient avoir le droit de réorganiser ma vie, sans me consulter. Joe, cette résistance enfantine doit cesser, a annoncé Douglas. Il utilisait cette même voix condescendante, qu'il avait probablement déjà employée, avec les précédents fondateurs qu'il avait manipulés. Rebecca et moi avons des projets, qui profiteront à toutes les personnes impliquées. Qui en profitera? Ai-je demandé, sans lever les yeux des documents éparpillés sur mon bureau. L'entreprise que vous avez bâtie ensemble, mérite une direction capable de s'étendre à l'échelle mondiale, a déclaré Rebecca. Elle utilisait le scénario, que Douglas avait visiblement répété avec elle. Tu as toujours été plus doué pour la technologie, que pour la vision stratégique. L'ironie était étouffante. La vision stratégique avait été entièrement la mienne, depuis le tout début. J'avais identifié les lacunes sur le marché médical, développé des solutions technologiques exclusives, et bâti des relations avec les clients, générant une valorisation de 450 millions. Rebecca avait été une porte-parole de talent. Mais confondre présentation et création, c'était le genre d'erreur,
que seules les personnes sans aucune expérience technique commettent. Douglas, avez-vous de l'expérience dans l'intelligence artificielle appliquée aux diagnostics médicaux, lui ai-je demandé directement. J'ai de l'expérience dans l'identification des opportunités de croissance, et dans l'optimisation opérationnelle, a-t-il répondu de manière évasive. Ça veut dire non, ai-je traduit. Rebecca, peux-tu expliquer comment nos algorithmes de reconnaissance de forme traitent les images radiologiques? Son hésitation a confirmé ce que je savais déjà. 6 années de présentation lui avaient donné une aisance dans la terminologie, mais pas une véritable compréhension des systèmes qu'elle décrivait aux investisseurs. Joe, ces questions techniques ne sont pas pertinentes, a interrompu Douglas. L'important est de maximiser la valeur pour les actionnaires, grâce à une gestion professionnelle. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de dévoiler ma première carte. Douglas, vous avez dépensé 80 000 $ pour tenter de soudoyer mes employés, au cours des 2 dernières semaines, ai-je annoncé calmement, sortant de mon tiroir un rapport détaillé de chaque offre qu'il avait faite. Chaque appel, chaque proposition, chaque tentative de recrutement ont été documentés. Et ils ont été signalés aux autorités compétentes. Son expression est passée instantanément de l'arrogance à quelque chose qui ressemblait à de la panique. Ce sont juste des conversations exploratoires sur des opportunités professionnelles avec des sociétés écrans. Point que vous avez créé spécifiquement pour déstabiliser mon opération, ai-je continué. J'ai montré les documents de constitution qui prouvaient qu'il était le propriétaire de ces sociétés fictives. C'est un crime fédéral, Douglas. Rebecca nous a regardés tour à tour, avec une confusion croissante. Pour la première fois depuis que Douglas était entré dans nos vies, elle voyait des preuves. L'homme qui l'avait séduite n'était pas l'entrepreneur visionnaire qu'il prétendait être. Et Rebecca, me suis-je tourné vers elle avec le dossier ouvert, lui montrant ses véritables droits dans l'entreprise. Tu possèdes 33% d'une entreprise, que j'ai entièrement financée avec l'héritage de mon grand-père, et que j'ai développée en utilisant des connaissances que tu n'as jamais eues. Les documents constitutifs étaient là, avec nos signatures d'il y a 6 ans. Les brevets étaient là, tous enregistrés exclusivement à mon nom. Les relevés bancaires étaient là, montrant 25 millions transférés depuis la succession de Roberto Martinez, vers notre compte professionnel. Douglas a tenté une dernière manœuvre désespérée. Joe, vous laissez vos émotions prendre le dessus. La séparation conjugale ne doit pas nécessairement affecter les opérations commerciales. Nous pouvons parvenir à un accord qui vous permette de voler une propriété intellectuelle que vous n'avez jamais développée, en utilisant un argent que vous n'avez jamais investi, ai-je terminé la phrase. Douglas, vous n'avez pas les ressources financières pour acquérir Nexus Dynamics. Patricia a découvert que toutes vos acquisitions précédentes ont été financées par des escroqueries. J'ai présenté le rapport d'enquête qui détaillait exactement comment Douglas opérait. Toutes les entreprises qu'il avait acquises suivaient le même schéma. Séduction des épouses, création d'instabilité, offre de solutions impliquant le transfert de propriété. Et enfin, utilisation des actifs nouvellement obtenus, comme garantie pour financer les opérations suivantes. Vous êtes un criminel en série, qui utilise la romance comme stratégie d'acquisition d'entreprise, ai-je déclaré. Et Rebecca n'était que votre prochaine victime, dans un schéma que le FBI est très intéressé d'enquêter. Le silence qui a suivi a été interrompu par la sonnerie du téléphone. C'était Patricia. Elle appelait pour confirmer que les documents pénaux avaient été officiellement déposés auprès des autorités fédérales. Monsieur Martinez, sa voix était assez forte pour que Douglas et Rebecca entendent chaque mot. Le bureau du procureur a décidé d'ouvrir une enquête officielle pour violation de la propriété intellectuelle et fraude commerciale. Les mandats de perquisition seront exécutés lundi. Douglas Thompson, le prédateur d'entreprise qui avait détruit 5 entreprises en 10 ans, a finalement compris qu'il avait choisi la mauvaise victime. Alors qu'il tentait d'assimiler l'ampleur de sa défaite, j'ai calculé mentalement combien d'années de prison fédérale ses activités pourraient lui valoir. Douglas a quitté mon bureau, tel un homme vaincu. Ses mains tremblaient, alors qu'il essayait d'assimiler l'ampleur de sa chute. Rebecca l'a suivi en silence. Elle comprenait enfin qu'elle avait été manipulée par un criminel en série, qui utilisait la romance comme stratégie d'acquisition d'entreprise. Le lundi suivant, des mandats de perquisition ont été exécutés simultanément, à 3 adresses, le bureau de Douglas, son appartement à Beacon Hill,
et la société écran qu'il avait créée pour recruter mes employés. Les agents fédéraux ont trouvé des preuves de fraude commerciale, s'étendant sur toute une décennie. 5 entreprises détruites, des dizaines de vies ruinées, des centaines de millions volés, grâce à des escroqueries qui avaient transformé la romance en crime organisé. Monsieur Martinez a appelé l'agent spécial Rodriguez le mercredi. Nous tenons à vous remercier pour votre coopération. Sans votre documentation minutieuse, Douglas Thompson aurait pu continuer à opérer indéfiniment. L'enquête a révélé que Rebecca n'était pas une complice consciente, mais simplement une autre victime de la manipulation psychologique que Douglas avait perfectionnée au fil des années. Cela n'atténuait pas la trahison, mais cela expliquait comment une femme intelligente avait pu être réduite à l'état de simple outil pour un prédateur d'entreprise. 3 mois plus tard, Douglas a été condamné à 15 ans de prison fédérale pour fraude commerciale, violation de la propriété intellectuelle et formation d'une organisation criminelle. La sentence incluait la restitution de 400 millions de dollars aux victimes de ces escroqueries précédentes. Rebecca a tenté une réconciliation. Elle a passé des appels auxquels je n'ai jamais répondu et envoyé des emails que j'ai supprimés sans les lire. Le divorce a été prononcé, et elle n'est repartie qu'avec les biens auxquels elle avait légitimement contribué, notre maison d'été à Cape Cod, achetée avant sa rencontre avec Douglas. Nexus Dynamics a prospéré sous ma direction exclusive, sans distraction romantique, ni pressions externes. J'ai pu me concentrer totalement sur le développement de technologies qui sauvaient de vraies vies dans les hôpitaux du monde entier. Kevin Shine a accepté une promotion au poste de directeur technologique, dirigeant une équipe qui est passée de 15 à 80 développeurs en seulement 6 mois. Nos algorithmes de diagnostic médical ont été mis en œuvre dans 300 hôpitaux, réduisant les erreurs d'identification de 40%. Joe, nous avons reçu une offre d'acquisition de Google, a annoncé Kevin, lors de notre réunion trimestrielle. 2,3 milliards de dollars pour l'ensemble de l'entreprise. J'ai rejeté l'offre sans hésitation. L'argent n'avait jamais été ma motivation principale. Ma satisfaction venait du fait de créer une technologie importante, de résoudre des problèmes que d'autres jugeaient impossibles, et d'honorer l'héritage de mon grand-père grâce à une innovation authentique. 1 an après la fête où tout avait commencé, j'ai organisé une célébration complètement différente. Non pas pour impressionner les investisseurs ou flatter les égos, mais pour récompenser les employés, qui créaient véritablement de la valeur grâce à leur travail dévoué. Cette année, nous avons sauvé environ 12 000 vies, grâce à des diagnostics plus précis, ai-je annoncé à notre équipe réunie au bureau. Chaque ligne de code que vous avez écrite, chaque algorithme que vous avez optimisé, chaque erreur que vous avez corrigée, ont contribué directement à permettre à des familles de rentrer chez elles ensemble. La différence entre cette célébration et la précédente était la différence entre la substance et la simple représentation. Entre construire quelque chose de significatif et simplement accumuler des richesses. Entre une collaboration authentique et une exploitation systématique. Rebecca a trouvé un emploi dans un cabinet de conseil plus modeste. Ses compétences en présentation y étaient valorisées, sans exiger l'expérience technique qu'elle n'avait jamais eue. Occasionnellement, elle apparaissait dans des articles économiques, discutant des leçons apprises sur la diligence raisonnable dans les partenariats commerciaux. Quant à moi, j'ai découvert que la meilleure vengeance n'avait pas été de détruire Douglas. Mais plutôt de construire quelque chose de si solide, que les tentatives de destruction ne faisaient que révéler leurs propres faiblesses. La véritable satisfaction venait de la création d'une valeur authentique, et non de systèmes de punition élaborés. Aujourd'hui, quand je regarde par la fenêtre de mon bureau à Cambridge, je vois une entreprise qui reflète vraiment mes valeurs. L'innovation plutôt que l'ego, le fond plutôt que la forme, la collaboration plutôt que l'exploitation. Les 180 millions que Douglas imaginait pouvoir voler, financent désormais des recherches, qui révolutionneront la médecine préventive. L'histoire nous apprend que les prédateurs sous-estiment toujours leur proie, lorsqu'ils confondent gentillesse et faiblesse. Douglas a perçu ma générosité comme une vulnérabilité, et ma préférence pour l'ombre, comme de l'incompétence. Cette erreur d'appréciation lui a tout coûté. Si cette histoire de trahison d'entreprise et de justice mathématique vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne. Vous verrez d'autres histoires montrant comment les réussites authentiques triomphent toujours de la gloire empruntée, lorsque la vérité se confronte à l'art de la mise en scène. Car, au final, la différence entre le prédateur et la proie ne réside pas dans celui qui est le plus agressif. Elle réside dans celui qui a véritablement construit le système, dans lequel ils évoluent tous les deux.
Et quand c'est vous qui construisez le système, vous avez toujours les clés pour le redéfinir.